Il y a un nombre qui ne nécessite pas de contexte. 1 100 000 personnes tuées en un seul endroit. Pas sur un champ de bataille, pas dans le feu croisé des armées en conflit. Dans un complexe construit expressément pour tuer, dans le sud de la Pologne occupée, au bord de la rivière Sola, dans un village que les Allemands appelaient Auschwitz et que les Polonais appelaient toujours Oswięcim. Auschwitz n'était pas un camp, c'était un système. À son apogée, entre 1943 et 1944, le complexe comprenait 3 camps principaux. Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau et Auschwitz III-Monowitz, et 45 sous-camps satellites répartis sur la région de Haute-Silésie. Plus de 700 hectares de terreur organisée, surveillés par des milliers d'hommes des SS, où chaque aspect de l'existence humaine était régulé jusqu'à la dernière minute, dans un but explicite, extraire un travail utile jusqu'à ce que le corps cède, ou anéantir immédiatement ceux qui ne servaient pas à ce premier objectif. Dans ce périmètre électrifié coexistaient différentes catégories de prisonniers dont les expériences du même jour, à la même heure, étaient radicalement différentes. Le prisonnier ordinaire, celui qui portait des briques, creusait des tranchées et marchait au commando sous la neige, vivait une journée différente de celle du capot qui le supervisait, différente de celle du médecin forcé qui travaillait à l'infirmerie, différente de celle du membre du Sonderkommando qui passait sa journée dans les crématoires. Tous partageaient le même camp, le même périmètre, le même ciel polonais, mais les 24 heures n'étaient égales pour aucun d'entre eux. Ce qui suit est le récit de ces 24 heures. 4 heures, le sifflet qui n'a pas de miséricorde. Il est 4h15 du matin. Un sifflet, strident, long, sans aucune transition possible entre le sommeil et l'éveil. Pendant les mois d'été, le ciel au-dessus de Birkenau commençait à s'éclaircir avec une bande grisâtre à l'horizon oriental. En hiver, l'obscurité était totale, et le froid polonais mordait avec des températures qui, en janvier, pouvaient descendre à moins de 20 degrés Celsius. Quoi qu'il en soit, l'heure ne changeait pas. 4h15 du matin, c'était l'heure de la sonnerie à Auschwitz II-Birkenau, le plus grand des 3 principaux camps du complexe, celui qui hébergeait au plus fort de sa population plus de 90 000 prisonniers simultanément. Le prisonnier ordinaire, appelons-le parce qu'il était un numéro, entendait ce sifflet depuis l'intérieur d'un baraquement qui n'avait pas été conçu pour des êtres humains. La plupart des baraquements de Birkenau étaient des écuries en bois préfabriquées, appelées Pferdestallbaracken, conçues à l'origine par l'armée allemande pour loger 52 chevaux. Ils mesuraient 40,77 mètres de long sur 9,57 mètres de large. En 1943, lorsque la population de Birkenau atteignait son apogée, chacun de ces baraquements contenait entre 400 et 1000 personnes. Les lits en bois à 3 niveaux, fabriqués avec des planches non rabotées, remplissaient l'espace d'un bout à l'autre. Entre le niveau supérieur et le toit, il y avait moins de 60 cm. Ceux qui dormaient dans les niveaux inférieurs cohabitaient avec l'eau qui s'infiltrait du sol battu pendant les pluies et avec les rats, qui parcouraient les baraquements pendant la nuit sans aucune crainte. Le Blockheltester, le prisonnier responsable du baraquement, qui dormait dans une petite pièce séparée près de l'entrée, était le premier à se lever. Sa fonction, pendant ces premiers instants, était de s'assurer que personne ne traînait trop. Il avait une baguette, il s'en servait. Le prisonnier ordinaire avait exactement 15 minutes pour tout faire. Tout signifiait descendre du lit sans tomber, ce qui était difficile pour ceux qui étaient dans le camp depuis des semaines ou des mois et avaient les jambes enflées à cause de l'œdème dû à la faim ou des plaies ouvertes aux chevilles à cause des sabots en bois. Se diriger vers les latrines collectives, des blocs de pierre ou de bois où il y avait entre 60 et 90 trous alignés, sans séparation, sans aucune forme d'intimité, et avoir la possibilité de les utiliser, bien que les files d'attente fussent si longues que beaucoup n'y parvenèrent pas à temps. Être puni pour ne pas arriver à temps était une possibilité concrète. Les capots et les Blockheltester frappaient à ce moment-là avec la même naturalité qu'un contremaître de chantier criant après un ouvrier lent. La survivante Kitty Hart Moxon, arrivée à Auschwitz-Birkenau en avril 1943 à l'âge de 16 ans, a décrit des décennies plus tard que les moments passés aux latrines du matin
étaient les plus vulnérables de la journée, non seulement à cause des conditions physiques, l'odeur, le froid, la précipitation, mais aussi parce que la foule créait des opportunités pour le vol et pour la violence entre prisonniers. Le pain gardé de la veille, si quelqu'un l'avait caché dans ses vêtements ou sous la paille, pouvait disparaître en quelques minutes. Le capot du commando de travail se réveillait aussi à 4h15, mais son matin était différent. Le capot dormait dans un lit individuel dans un espace séparé à l'intérieur du même baraquement ou dans certains cas dans des baraquements réservés au personnel de supervision. Il avait une couverture, il avait plus d'espace. Dans de nombreux cas, il avait accès à des rations supplémentaires que les prisonniers ordinaires ne verraient jamais. Le capot se levait en pensant à la journée de travail qui l'attendait. À combien d'hommes lui serait assigné ce matin-là lors de l'appel, à savoir si le SS Blockführer serait de mauvaise humeur. Le membre du Sonderkommando se réveillait aussi à cette heure-là, bien que dans un endroit radicalement différent. Le Sonderkommando, commando spécial, dormait dans les sous-sols des crématoires même de Birkenau. Pas par choix. Les SS les maintenaient physiquement isolés du reste du camp pour préserver le secret de ce qui se passait dans ces installations. Leur dortoir était au niveau souterrain, à quelques mètres des vestiaires où ils avaient travaillé quelques heures plus tôt. Les membres du Sonderkommando avaient de meilleures rations que le reste des prisonniers, avaient accès à de l'alcool que les SS leur fournissaient délibérément selon le témoignage de Philipp Müller, survivant ayant passé plus de 3 ans au Sonderkommando, et possédaient certains objets dont le reste du camp était privé. Rien de tout cela ne changeait ce qu'ils voyaient lorsqu'ils ouvraient les yeux à 4h15 du matin. Le médecin forcé, le prisonnier ayant une formation médicale qui travaillait à l'infirmerie du camp, se levait aussi à ce moment-là. Son expérience de l'aube était différente de celle du prisonnier ordinaire car il savait exactement ce qui l'attendait dans les heures suivantes et cette connaissance était, en soi, une charge particulière. Le docteur Berthold Epstein, pédiatre tchèque déporté à Auschwitz en 1943 et obligé de travailler à l'infirmerie du camp, a témoigné que les médecins prisonniers commencèrent leur journée avec l'inventaire mental du nombre de malades ayant survécu à la nuit et de ceux qui ne l'avaient pas fait, avant même de franchir la porte du baraquement. 4h30. L'hygiène impossible et l'uniforme. Il est 4h30 du matin. 15 minutes après le signal, les prisonniers devaient être présentables. Le concept d'hygiène à Auschwitz nécessite une définition précise, car la distance entre ce que les SS exigeaient et ce que les prisonniers pouvaient physiquement accomplir faisait partie du mécanisme d'humiliation et de punition qui structurait chaque moment de la journée. Au cours des premières années du camp, entre 1940 et 1941, il n'y avait pas directement d'installation de lavage. Les prisonniers polonais qui sont arrivés lors du premier transport officiel à Auschwitz, 728 hommes de la ville de Tarnów le 14 juin 1940, n'ont pas trouvé d'eau courante dans les baraquements. Lorsqu'ils ont été installés des lavabos collectifs à partir de 1942, ils consistaient en des rangées de bassins en béton ou en métal avec des robinets espacés. Il n'y avait pas de savon dans la distribution standard. Il n'y avait pas de serviettes. L'eau était froide à n'importe quelle époque de l'année et il n'y avait pas de temps. Le temps attribué pour le lavage matinal était, en pratique, celui qui restait entre les latrines et le moment où le Blockältester commençait à crier qu'il fallait se mettre en rang. Selon les témoignages recueillis lors du procès de Francfort entre 1963 et 1965, ce temps variait entre 3 et 8 minutes. Pour un prisonnier avec des blessures ouvertes aux pieds, le corps engourdi par le froid et la faim, mouiller son visage dans de l'eau glacée était tout ce qu'il pouvait faire. L'état de l'uniforme devait être en ordre. C'était la norme. Les uniformes consistaient en une chemise et un pantalon en tissu à rayures, bleu marine et blanc, confectionné avec un mélange de lin et de fibres de bois, un tissu qui ne protégeait pas du froid, qui se décomposait rapidement avec la sueur et la pluie et qui irritait la peau sans pitié. Il n'y avait pas de sous-vêtements dans les premières années. En hiver, certains prisonniers s'enroulaient les pieds avec des chiffons avant de mettre des sabots en bois s'ils avaient des chiffons à leur disposition. Les sabots en bois étaient, en soi, un instrument de destruction physique lente. La semelle rigide ne s'adaptait pas aux pieds.
Les arêtes de bois brut frottaient les chevilles et les talons à chaque pas. Sur le terrain irrégulier et humide de Birkenau, chaque journée de travail ajoutait de nouvelles éraflures. Sans pansement, sans médicaments de base, ces éraflures s'infectaient. Les infections aux pieds, en l'absence de traitement, évoluaient vers une cellulite, une fascite et, dans les cas extrêmes, une gangrène. Plusieurs témoignages du procès de Francfort décrivent la vision de prisonniers arrivant à l'appel en boitant sur un pied sain et l'autre déjà infecté, soutenus par la peur de la punition qui aurait été infligée s'ils tombaient. Au-dessus de l'uniforme était le numéro. Le système de tatouage a été introduit à Auschwitz en 1941, initialement pour les prisonniers de guerre soviétiques, et étendu à tous les détenus à partir de 1942. C'était le seul camp de concentration dans tout le réseau de la SS où tatouer les prisonniers était une pratique standard. Le numéro était marqué sur l'avant-bras gauche avec une aiguille métallique et de l'encre indienne. Les archives du musée d'État d'Auschwitz-Birkenau documentent que le système de numérotation a changé plusieurs fois au cours des années, avec différentes séries pour les hommes, les femmes, les juifs, les roms et les prisonniers de guerre soviétiques. Ce numéro était tout ce qui restait de l'identité. Le prisonnier ordinaire qui enfilait son uniforme à 4h30 du matin n'avait plus de nom officiel. Dans la bouche des gardes, dans les registres du camp, dans le comptage, il n'était qu'un chiffre. Les prisonniers qui parvenaient à se souvenir les uns des autres par leur propre nom, dans des murmures, dans les rares moments de relative intimité qui existaient, le faisaient comme un acte de résistance, bien que beaucoup ne l'appellent pas ainsi. C'était simplement le besoin de continuer à être une personne avant de franchir la porte du baraquement. Les femmes du secteur féminin de Birkenau vivaient ce moment différemment. Le secteur féminin, BIA et BIB, avait ses propres installations de lavage, également insuffisantes, mais avec une charge supplémentaire que les témoignages des survivantes décrivent avec constance. L'absence totale d'intimité et l'exposition constante au regard des gardes, des capots et des Blockeltester pendant les moments d'hygiène créaient une humiliation systématique qui allait au-delà des conditions physiques. La SS Oberaufseherin Maria Mandel, responsable des opérations du camp féminin de Birkenau d'octobre 1942 à novembre 1944, avait établi un régime où les inspections de l'hygiène personnelle pouvaient avoir lieu à tout moment et où ne pas atteindre les standards d'apparence exigés, une apparence exigée de personnes vivant avec 1 litre de soupe par jour et sans savon, était une raison de punition. Mandel a été condamné et exécuté le 24 janvier 1948 à Cracovie. 5 heures du matin. L'appel matinal. 5 heures du matin. Le Morgenappel, l'appel matinal. Tous les prisonniers du camp devaient se présenter sur l'Appelplatz, la place centrale, et se tenir debout en formation de 5 en rang parfait pendant que les SS Blockführer circulaient parmi les rangs pour compter. Le comptage durait aussi longtemps qu'il fallait pour que les chiffres correspondent. Il n'y avait pas de délai maximum. Il n'y avait aucune considération pour la température, la pluie, la neige, ni pour l'état physique des personnes formées. À Birkenau, l'Appelplatz central était une bande de terre compactée traversant l'axe principal du camp d'Est en ouest. Au moment de plus grande affluence, plus de 80 000 personnes pouvaient être formées simultanément dans cet espace, en blocs séparés par secteur. Le SS Rapport Führer, le sous-officier responsable du comptage total, recevait les chiffres de chaque SS Blockführer et les additionnait. Si le total ne correspondait pas à l'enregistrement du jour précédent, plus les arrivées et moins les décès notifiés, tout le camp attendait, debout, immobile, en silence. Lorsque le comptage ne correspondait pas, la conséquence était immédiate. Les raisons des divergences étaient multiples. La plus fréquente était qu'une personne était morte pendant la nuit et que le corps n'avait pas été transféré ou correctement signalé. Dans ce cas, le corps était traîné depuis le baraquement et placé devant la formation du bloc correspondant afin que les chiffres correspondent. Les autres prisonniers restaient immobiles à côté de ce cadavre pendant que le SS Rapportführer terminait le comptage. Ce n'était qu'une fois la confirmation des chiffres donnés que l'autorisation était accordée pour retirer le corps. Primo Levi, chimiste italien déporté à Auschwitz en février 1944 avec le numéro 174 517,
décrivit l'appel d'hiver comme l'une des expériences les plus dévastatrices du camp. Debout dans l'obscurité, avec le froid qui pénétrait à travers le tissu mince de l'uniforme, les pieds qui faisaient mal dans les sabots mouillés, attendant. Attendant sans savoir combien de temps, sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler, regardant droit devant soi vers le néant pendant que les chiffres correspondaient ou non dans l'esprit de quelqu'un à qui cela importait peu de savoir ce que cette attente signifiait pour les corps qui attendaient. Les témoignages recueillis par la commission polonaise pour l'enquête sur les crimes hitlériens montrent qu'à plusieurs reprises, l'appel matinal a duré plus de 3 heures lorsque des divergences dans le comptage se produisaient. Dans les cas documentés de tentatives de fuite, l'appel de punition pouvait durer toute la nuit suivante, avec tout le camp formé pendant des heures dans le froid. L'appel de punition le plus documenté eut lieu en juillet 1940. Lorsqu'un prisonnier s'échappa d'Auschwitz, les 1200 prisonniers du camp à ce moment-là furent maintenus en formation pendant 20 heures consécutives, sans nourriture ni eau, debout sur l'Appelplatz, jusqu'à ce que le fugitif soit retrouvé caché dans un tas de bois à l'intérieur du périmètre. Comme représailles supplémentaires, 10 prisonniers choisis au hasard furent conduits au bloc 11, le bloc de punition, où ils moururent de faim. Pour le capot, l'appel matinal était le moment où son pouvoir de la journée était consolidé. Pendant que les SS Blockführer circulaient dans les rangs en notant les numéros, les capots classaient mentalement leurs hommes, évaluaient qui était en état de travailler et qui ne l'était pas, et prenaient des décisions sur la composition de leur commando pour la journée. Un capot qui envoyait trop de malades au SS Arbeitseinsatzführer, l'officier responsable de la distribution de la main-d'œuvre, risquait de perdre sa position. Un capot qui envoyait travailler des hommes qui s'effondraient sur le chantier la perdait aussi. L'équilibre entre ces deux pressions constituait l'arithmétique du pouvoir dans le camp. Le médecin prisonnier observait l'appel avec un œil clinique que personne ne lui avait demandé de développer, mais que le camp lui avait imposé par nécessité. Pendant la formation, tout en maintenant la posture réglementaire de rester debout et en silence, il identifiait dans les rangs ceux qui étaient sur le point de s'effondrer, l'œdème visible sur les jambes, la pâleur particulière au début de l'hypothermie, la raideur dans le cou annonçant une méningite. Mentalement, il faisait des annotations, puis il tenterait d'atteindre ces personnes avant que la sélection médicale des SS ne le fasse. Le Sonderkommando se formait à l'appel, séparé du reste du camp, dans le secteur adjacent au crématoire. Leurs numéros étaient comptés séparément. Le SS Unterscharführer, responsable du Sonderkommando, les connaissait tous par leurs numéros et leurs noms, car la nature de leur travail nécessitait une surveillance plus directe que celle des autres commandos. Ils étaient témoins. Cela les rendait précieux et, en même temps, condamnés d'avance. 5h45 du matin, le petit déjeuner qui n'était pas un petit déjeuner. 5h45 du matin. Après l'appel matinal et avant le départ des commandos, ce que l'administration du camp appelait officiellement le petit déjeuner était distribué. L'appeler petit déjeuner nécessite un effort de définition, car la distance entre ce nom et ce qui était réellement distribué faisait partie de la cruauté structurelle du système. Il consistait en environ 300 millilitres d'un liquide tiède que les SS appelaient Ersatzkaffee, café de substitution ou infusion d'herbe. En pratique, les témoignages s'accordent à décrire quelque chose d'indistinguable de l'eau chaude avec un goût amer à peine perceptible. Il n'y avait pas de sucre, il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien de solide. Le pain attribué pour la journée, entre 250 et 300 grammes de pain noir de seigle avec de la farine de maïs, compacte et dense, était parfois distribué à ce moment-là, parfois à midi ou l'après-midi, selon le bloc Eltester. Cette irrégularité dans le moment de distribution était en soi une forme de contrôle. Ne pas savoir quand arriverait la prochaine ration solide signifiait ne pas pouvoir calculer quand manger, ne pas pouvoir planifier la distribution de la faim au cours de la journée. Le dilemme du pain était l'une des décisions les plus difficiles de la journée pour tout prisonnier ordinaire. Le manger tout de suite offrait l'avantage de la chaleur calorique immédiate avant le travail, mais laissait le reste de la journée et de la nuit sans rien de solide. Le garder risquait le vol. Dans les baraquements de Birkenau, le pain disparaissait. Les stratégies pour le conserver étaient multiples et toutes imparfaites.
le cacher dans l'uniforme contre le corps, le placer sous la tête pendant la nuit, le donner à quelqu'un de confiance pour qu'il le garde. Wisław Kiellar, prisonnier numéro 290 du premier transport à Auschwitz et auteur des mémoires Annus Mundi publiées en 1972, décrivait que dans les premiers mois, il avait appris à manger le pain en 3 parties exactes réparties tout au long de la journée, et que ce contrôle de soi sur l'instinct de tout dévorer d'un coup avait été l'une des premières décisions conscientes de survie qu'il avait prises dans le camp. La ration calorique totale quotidienne d'un prisonnier d'Auschwitz en 1942 a été calculée par le docteur František Peiper de l'Institut d'État Auschwitz-Birkenau à environ 1300 à 1700 kilocalories. En effectuant 12 heures ou plus de travail physique épuisant, le corps humain nécessite entre 3000 et 4000 kilocalories pour maintenir son poids. La différence entre ce qui était donné et ce que le corps avait besoin était la distance entre la vie et la mort, mesurée en semaines. Les effets de cette malnutrition chronique suivaient une progression médicale précise. L'œdème de la faim, l'accumulation de liquide dans les tissus sous-cutanés causée par une grave carence en protéines, faisait gonfler les jambes et le ventre des prisonniers de façon grotesque, tandis que le reste du corps se consumait. Les ulcères cutanés apparaissaient dans les zones où les os émergeaient sous la peau. La diarrhée chronique, provoquée à la fois par la malnutrition et par les infections intestinales qui proliféraient dans les latrines insalubres, déshydratait constamment. Sortir de la formation ou du travail pour aller aux latrines pouvait coûter une raclée. Rester dans la formation et déféquer dessus signifiait une humiliation que le camp rendait habituelle. Michał Tsiolkovski, l'un des premiers prisonniers d'Auschwitz, se souvenait qu'à la nuit tombée, les prisonniers malades qui se levaient pour aller au seau de latrine du baraquement avaient l'habitude de déféquer sur ceux qui dormaient par terre, car les lits superposés ne suffisaient pas pour tout le monde et le couloir entre eux était occupé par des corps étendus. Le capot mangeait différemment. Les rations des capots ne suivaient pas le même régime que celles des prisonniers ordinaires. Le capot recevait une ration standard officielle, tout comme n'importe quel prisonnier, mais sa position lui donnait un accès réel à ce que les autres ne voyaient que de loin. Le fond du récipient de soupe, plus dense et nutritif que la surface aqueuse reçue par les premiers dans la file. La possibilité de se resservir à la cuisine, l'accès à la portion de margarine ou aux morceaux de saucisse qui, en théorie, devaient être distribués de manière égale, mais qui, en pratique, arrivaient entiers entre les mains de celui qui avait le pouvoir sur la distribution. Le bloc Eltester, qui contrôlait la distribution du pain et de la soupe, était le nœud central du système de pouvoir du baraquement. Son favori pouvait signifier une ration légèrement plus grande ou le privilège d'être à la fin de la file de la soupe. Son inimitié pouvait signifier la ration la plus petite, la position dans la file qui recevait le liquide le plus clair ou directement l'exclusion de certains avantages. Tout cela était absolument interdit par le règlement des SS et se produisait tous les jours dans tous les baraquements. Le membre du Sonderkommando prenait son petit déjeuner avec ce qu'il avait dans son espace souterrain. Ces rations étaient, objectivement, supérieures à celles du reste du camp. Plus de pain. De la margarine plus régulièrement. Un accès occasionnel aux charcuteries et conserves provenant des valises confisquées aux déportés. Les SS leur fournissaient ces rations meilleures parce qu'ils avaient besoin que le Sonderkommando garde la force physique nécessaire pour son travail, qui était physiquement épuisant en plus d'être psychologiquement dévastateur. Philipp Müller décrivait ces repas comme l'un des aspects les plus perturbants de son existence dans le Sonderkommando. Manger relativement bien, pendant que tout le reste se passait à quelques mètres, était une forme de complicité matérielle que l'estomac exécutait sans demander la permission à la conscience. 6 heures, la porte s'ouvre, la marche et la musique. Il est 6 heures du matin, la porte d'Auschwitz s'ouvrait. Au-dessus d'elle, sur des lettres en fer forgé fabriquées par le prisonnier Janusz Skrzetuski-Torun dans l'atelier de serrurerie du camp lui-même, demeurait l'inscription « Arbeit macht frei », le travail vous rend libre. C'était un mensonge instauré sur ordre de Rudolf Höss dans les premiers mois du camp. Il n'y avait aucune rédemption possible à ce seuil. Ce qui existait à la porte, c'était l'orchestre. Créé en juillet 1941 par l'initiative du SS Hauptsturmführer Hans Schwarzhuber,
L'orchestre d'Auschwitz commença comme un ensemble d'une douzaine de musiciens prisonniers jouant des marches pendant que les commandos partaient à l'aube et revenaient au crépuscule. La fonction était administrative. La musique marquait le pas, les prisonniers marchaient à 5 de front au rythme et les gardes pouvaient compter sans arrêter les colonnes. Avec le temps, l'orchestre compta près de 100 membres. Le répertoire comprenait des marches militaires allemandes, parmi lesquelles la Radetzky-Marche de Johann Strauss père et la Alte Kameraden du compositeur Karl Teike, et parfois des mélodies de l'opérette viennoise. Le contraste entre ces mélodies brillantes et l'état physique de ceux qui marchaient au rythme faisait partie du mécanisme d'humiliation. La musique n'adoucissait rien, elle formalise l'horreur sous la structure d'un défilé. L'orchestre féminin de Birkenau fut le plus documenté de tous ceux qui existèrent dans le complexe. Il fonctionna dans le secteur féminin à partir du printemps 1943 et compta au maximum environ 47 membres de différentes nationalités. Sa directrice, depuis juillet 1943, était Alma Rosé, nièce du compositeur Gustav Mahler, fille du concertiste de la Philharmonique de Vienne Arnold Rosé, violoniste professionnel qui avait tenté de fuir l'Europe après l'Anschluss de 1938 et qui fut arrêté en Belgique en traversant vers la Suisse. Elle imposa à son ensemble les normes d'un conservatoire professionnel parce qu'elle savait qu'une orchestre dispensable était une orchestre condamnée. C'était la seule stratégie de survie collective disponible. La survivante Fania Fénelon, chanteuse française et membre de l'orchestre, publia ses mémoires dans Playing for Time en 1976 et décrivit Alma Rosé comme une femme qui avait transplanté dans le camp les absolus de la scène professionnelle, sans que la réalité de ce qui entourait l'orchestre puisse les plier. Alma Rosé mourut à Auschwitz le 4 avril 1944 dans des circonstances jamais clarifiées. Elle avait 37 ans. Être musicien était un privilège qui pouvait faire la différence entre vivre et mourir. Les membres de l'orchestre n'effectuaient pas de travaux épuisants et leur valeur fonctionnelle pour les SS les protégeait des sélections les plus immédiates. Mais il y avait un prix psychologique que plusieurs d'entre eux décrivirent. Jouer des marches joyeuses pendant que des hommes et des femmes mourants partaient au travail qui les tuerait était une complicité forcée que le camp installait en chacun sans demander la permission. Les commandos de travail sortaient en colonne de 5. L'assignation d'un prisonnier à un commando spécifique dépendait de la profession déclarée lors du traitement d'entrée dans le camp, des besoins changeants en main-d'œuvre et du système d'influence interne. Le SS Arbeitseinsatzführer, responsable de la distribution, tenait des registres sur les prisonniers affectés à chaque commando. Dans le vocabulaire interne du camp, il y avait des commandos bons et des commandos mauvais. Et la différence n'était pas abstraite, c'était la différence entre durée des semaines ou durée des mois. Les commandos bons étaient ceux qui travaillaient sous toi avec un moindre effort physique et la possibilité d'avoir accès à de la chaleur ou à de la nourriture supplémentaire. Le commando de la cuisine était le plus convoité. La proximité avec la nourriture dans un environnement de famine chronique avait une valeur de survie incalculable. Ceux de la couture et de la cordonnerie étaient également relativement moins létaux, car le produit fabriqué avait une valeur directe pour les SS, ce qui protégeait les travailleurs les plus habiles de l'arbitraire immédiat. Le commando de construction était différent. Birkenau fut construit sur un terrain marécageux, mal drainé, rempli d'insectes en été et glacé en hiver. Les prisonniers des commandos de construction creusaient des fondations dans un sol saturé, transportaient des briques et chargeaient des brouettes à roues uniques qui s'enfonçaient dans la boue. Sans gants, sans bottes appropriées, sans outils en bon état. Les capots mesuraient la performance visuellement. Si une brouette s'arrêtait, le coup arrivait. Si le prisonnier tombait, le capot décidait s'il valait la peine qu'il se relève. Le Strafkommando, commando de punition, était l'instrument de destruction le plus explicite du système. Affecté à des prisonniers ayant commis de graves infractions, il recevait des rations réduites et les travaux physiquement les plus dévastateurs disponibles. Drainage de fossés de 2 mètres dans un sol saturé, transport de charge maximale, rythme forcé sans pause. Les témoignages du procès de Francfort décrivent leur retour au camp au crépuscule comme une procession de figures qui ne pouvaient à peine se soutenir. La survivante Alina Birenbaum, écrivaine polonaise passée par Auschwitz, décrivit avoir vu le Strafkommando revenir au camp comme quelque chose qui ressemblait plus à un traînement qu'à une marche.
Les kapos qui menèrent chaque colonne avaient des pouvoirs étendus. Ils pouvaient frapper sans le signaler formellement aux gardes des SS. Sous le capot, il y avait le Vorarbeiter, chef d'équipe, qui supervisait des groupes plus petits, chronométrait la production et informait le capot de qui rendait et qui ne rendait pas. Cette structure en 3 niveaux, SS, capot, Vorarbeiter, garantissait qu'aucun point du travail forcé ne restait sans surveillance et que le poids du système se répartissait vers le bas à travers les prisonniers eux-mêmes. Lorsque le dernier commando passait la porte, l'orchestre rangeait les instruments. Le camp devenait presque vide, seuls les House Commandos, prisonniers affectés au travail intérieur, nettoyage des baraques, vidage des latrines, maintenance, restaient dans le périmètre. Et les malades. Et les morts de la nuit attendant d'être retirés. 8 heures, le travail, 12 heures contre le corps, 8 heures du matin. 2 heures après le départ, les commandos étaient à leur poste de travail. Le travail à Auschwitz n'avait pas pour objectif principal de produire de la richesse. Rudolf Höss a écrit dans ses mémoires qu'il avait reçu des instructions explicites de Heinrich Himmler, selon lesquelles les prisonniers devaient être employés jusqu'à leur épuisement total et que le rythme de destruction par le travail était aussi acceptable que toute autre forme d'extermination tant qu'il répondait aux besoins du Reich. Ce n'était pas une interprétation ultérieure des historiens. C'était dans la doctrine de la SS, et elle était appliquée de manière cohérente. La journée de travail à Auschwitz variait selon la période. Dans les premières années du camp, entre 1940 et 1941, la journée pouvait s'étendre jusqu'à 14 heures en été. À partir de 1942, avec la rationalisation imposée par l'inspection des camps de concentration sous le commandement du SS-Gruppenführer Richard Glücks, la journée standard a été fixée à 11 heures de travail effectif, bien qu'en pratique elle dépendait du commando et du capot. Pour le prisonnier ordinaire affecté à un commando de construction à Birkenau, 8 heures signifiaient déjà 2 heures d'effort soutenu. Le sol de Birkenau, argileux, saturé d'eau, gelé en hiver et boueux au printemps, était un ennemi constant. Les outils disponibles étaient les minimums, pelles, pioches, brouettes. Les quotas de production, mètres cubes de terre déplacés, mètres linéaires de fossés creusés, nombre de charges transportées, étaient fixés par les surveillants SS et communiqués au capot, qui les transmettait en bas, avec la menace implicite ou explicite des conséquences de ne pas les atteindre. Les témoignages de Wisław Kilar décrivent en détail ce que cela signifiait de ne pas atteindre le quota. Le capot avait 3 options. Frapper le prisonnier en retard, le signaler aux SS comme paresseux, avec le risque de punition formelle que cela impliquait pour le prisonnier, mais aussi potentiellement pour le capot lui-même pour ne pas avoir extrait un rendement suffisant, ou répartir la charge du prisonnier en retard entre les autres membres du commando, ce qui générait du ressentiment interne et des tensions au sein du groupe. Les capots les plus expérimentés préférèrent la première option. Elle était immédiate, visible et ne générait pas de paperasse. La relation entre le prisonnier et le capot était le point central de la journée de travail. Le capot vivait dans un équilibre permanent entre 2 pressions opposées. Au-dessus de lui se trouvaient les gardiens SS et le SS-Unterscharführer qui supervisaient le commando, qui exigeaient de la production et punissaient les capos dont la production collective était insuffisante. En dessous de lui, il y avait les prisonniers, qui dépendaient de lui pour survivre à la journée et qui tentaient parfois de négocier, dans la mesure où il était possible de négocier dans ce contexte, des conditions légèrement moins létales. Le capot, qui trouvait un équilibre viable entre ces 2 pressions, survivait à sa position. Celui qui penchait trop vers la cruauté sans limite perdait l'utilité d'avoir des prisonniers capables de travailler. Celui qui se ramollissait trop perdait sa position. Primo Levi décrivait le capot Alex, dont il n'a jamais pu obtenir le nom de famille, dans « Si c'est un homme comme un homme qui frappait par habitude plutôt que par cruauté calculée, ce qui ne rendait pas les coups moins douloureux mais les rendait prévisibles », et dans l'univers d'Auschwitz, la prévisibilité avait une valeur que l'on ne pourrait comprendre en dehors du camp. Pour le médecin prisonnier, la matinée de travail commençait à l'infirmerie. Le Revier, nom sous lequel l'infirmerie était connue de manière informelle, était un espace qui concentrait l'une des paradoxes les plus aigus du camp.
C'était le seul endroit où un prisonnier pouvait recevoir quelque chose ressemblant à des soins médicaux, et en même temps c'était l'un des lieux où les sélections pour la mort se produisaient avec la plus grande régularité. Entrer dans le Revier était un pari calculé que chaque prisonnier malade devait faire pour lui-même. Valait-il la peine de risquer la sélection médicale des SS en échange de quelques jours de repos qui pouvaient faire la différence entre rester fonctionnel ou s'effondrer définitivement? Le docteur Berthold Epstein organisait les matinées à l'infirmerie avec les ressources dont il disposait, qui étaient minimales. Les médicaments disponibles pour les prisonniers malades, à l'exception de ceux destinés aux expériences de Mengele et d'autres médecins des SS, étaient insuffisants jusqu'à l'absurde. L'acide acétylsalicylique était rare, les antibiotiques pratiquement inexistants pour les prisonniers ordinaires. Les bandages étaient réutilisés. Les témoignages des médecins prisonniers qui ont survécu et témoigné lors des procès ultérieurs s'accordent à décrire une médecine de champ de bataille sans l'approvisionnement d'un champ de bataille où le principal outil disponible était le repos. Et le repos n'était possible que jusqu'à la prochaine sélection médicale des SS. Le Sonderkommando commençait sa journée avec l'arrivée du premier transport de la journée. Les transports n'avaient pas d'horaire fixe, mais pendant les périodes de forte activité, notamment entre mai et juillet 1944, lors de la déportation des Juifs hongrois, plusieurs arrivèrent chaque jour, à toute heure. Lorsque le transport arrivait, la machinerie du Sonderkommando se mettait en mouvement avec une efficacité que le système lui-même avait conçue et que ses membres exécutaient sous la menace d'être tués s'ils ne le faisaient pas. Le témoignage de Shlomo Dragon, membre du Sonderkommando qui a survécu et témoigné devant une commission soviétique en février 1945, décrit la séquence avec une précision qui n'a pas la chaleur de la distance temporelle. Les déportés descendaient vers le vestiaire souterrain, accrochaient leurs vêtements aux crochets numérotés, étaient dirigés vers la chambre à gaz, les portes se fermaient. Les SS-Sanitäter, les médecins des SS, grimpèrent sur le toit et versaient le Zyklon B par les trous. Le Sonderkommando attendait à l'extérieur. 10 à 20 minutes après, les portes s'ouvraient. Ce qui suivait ne peut être raconté que de manière insuffisante. 12 heures du midi. Le midi, la soupe. 12 heures du midi. Les commandos de travail s'arrêtaient. La pause durait, selon le commando et la période, entre 20 minutes et 1 heure. Les prisonniers qui travaillaient à l'intérieur du camp pouvaient retourner au baraquement pour recevoir le repas de midi. Ceux qui travaillaient dans des installations externes le recevaient sur leur lieu de travail, transportés dans de grands conteneurs métalliques par d'autres prisonniers. Le repas de midi était le véritable centre de la ration quotidienne. Il consistait en environ 1 litre de soupe. La soupe était préparée dans les cuisines du camp avec les ingrédients disponibles. Généralement des navets, du chou, des orties, des radis ou simplement de l'eau avec de la farine d'avoine en suspension. Pendant les périodes de grande pénurie, les témoignages du tribunal de Nuremberg décrivent une soupe dont le composant nutritif était pratiquement inexistant. Les prisonniers les plus faibles qui arrivaient au conteneur de soupe avec un bol en métal dans les mains et recevaient ce liquide, parfois ne pouvaient pas le tenir fermement parce que leurs mains tremblaient. La position dans la file d'attente de la soupe était une question de vie ou de mort à l'échelle microscopique. Ceux qui arrivaient au début de la file recevaient le liquide de la partie supérieure du conteneur, plus clair, plus dilué, avec moins de solide. Ceux qui arrivaient à la fin obtenaient le fond, plus épais, avec plus de morceaux de navet ou de toute autre chose qui avait été cuite. La différence entre les deux extrémités de la file pouvait être de 100 ou 200 kilocalories. Dans le contexte d'un régime de 1300 kilocalories par jour, cette différence était significative. Être à la fin de la file nécessitait de négocier, de payer en pain, d'avoir des relations avec le bloc Eltester ou d'être suffisamment fort pour s'imposer. Le système de distribution de la nourriture était, en soi, un mécanisme qui reproduisait et amplifiait les hiérarchies de pouvoir du camp. Les plus faibles, ceux qui avaient le plus besoin du fond nutritif de la soupe, étaient ceux qui avaient le moins de chances de l'atteindre. L'anthropologue et survivant Jean Améry, qui passa par Auschwitz en 1943, écrivit dans Au-delà de la culpabilité et de l'expiation, publié en allemand en 1966,
que la faim dans le camp n'était comparable à aucune forme de faim connue à l'extérieur, non pas en termes d'intensité, mais en termes de perspective temporelle. À l'extérieur du camp, la faim a un horizon de résolution. Dans le camp, cet horizon n'existait pas. La faim d'aujourd'hui était identique à celle de demain et à celle de la semaine suivante, et cet horizon sans fin changeait la relation de l'être humain avec son propre corps, de manière que Améry décrivait comme une forme d'aliénation irréversible. Dans le secteur féminin de Birkenau, la distribution de la soupe suivait la même logique, mais avec des tensions supplémentaires. Les survivantes décrivent de manière cohérente que les gardiennes SS-Officerinnen utilisaient le moment du repas comme une occasion d'inspection et de punition. Un baraquement dont la formation pendant la distribution ne respectait pas les normes d'ordre pouvait voir sa ration retardée ou réduite comme punition collective. Les Blockeltester des baraquements féminins devaient maintenir un équilibre entre la pression des gardiennes d'en haut et le désespoir des détenus en dessous, et cet équilibre se brisait fréquemment dans les témoignages d'une direction ou de l'autre. Le médecin prisonnier utilisait le midi pour évaluer les cas qu'il ne pouvait pas traiter pendant la matinée. Le midi était le seul moment de la journée où une partie des prisonniers était dans le camp sans être en formation ni en travail, et cela créait une fenêtre minimale de relative accessibilité. Le docteur Epstein et d'autres médecins prisonniers de son entourage utilisaient ces minutes pour s'approcher des prisonniers dans les baraquements, évaluer les blessures, administrer les rares ressources disponibles, un pansement propre, un comprimé d'aspirine s'il y en avait, l'instruction sur la gestion d'une blessure infectée sans médicaments. Ils savaient que dans la plupart des cas, ils n'avaient rien de réel à offrir. Ils continuaient à essayer parce que c'était ce qu'ils faisaient. Le capot mangeait à part. La ration du capot était qualitativement différente. Non seulement en quantité, bien que aussi en quantité, mais aussi en accès. Le capot mangeait avant que la file ne se forme, ou depuis sa position de contrôle, il pouvait garantir la ration la plus complète. Dans certains commandos, les capots recevaient du pain supplémentaire provenant des rations des prisonniers morts ce matin-là. Les morts du jour étaient signalés à la fin du midi, et jusqu'à ce moment-là, leurs rations existaient dans le système. La gestion de ces rations supplémentaires était l'un des petits systèmes de corruption que la structure de pouvoir du camp avait généré et que les SS toléraient dans la mesure où cela ne menaçait pas l'ordre général. Les dernières minutes du midi, lorsque les conteneurs de soupe étaient déjà vides et qu'il ne restait que des restes collés aux parois métalliques, produisaient des scènes que plusieurs survivants ont décrites comme étant les plus douloureuses de toute leur expérience dans le camp. Des prisonniers qui n'avaient pas réussi à arriver à temps dans la file ou qui avaient reçu une ration si petite que la faim restait insupportable, entourant les conteneurs vides et essayant de gratter les restes avec les doigts ou des cuillères improvisées. Les capots et les Blockeltester qui permettèrent cela le faisaient par calcul. Un prisonnier qui avait désespérément mangé quelque chose était un prisonnier qui voulait encore manger, et vouloir manger, c'était encore vouloir vivre. 13 heures, l'après-midi de travail, le corps s'épuise, 13 heures. Le sifflet du garde marquait la fin de la pause de midi. Les commandos revenaient à leur poste de travail où ceux qui avaient mangé à l'extérieur poursuivaient directement là où ils s'étaient arrêtés. L'après-midi de travail était, pour la plupart des prisonniers ordinaires, plus difficile que le matin. La courte pause de midi n'avait rien reconstitué, mais elle avait interrompu l'état d'effort soutenu, de sorte que le corps devait repartir d'un point de fatigue plus avancé que celui du matin, avec moins de réserve. La lumière de l'après-midi en hiver disparaissait vers 15 ou 16 heures sur Birkenau. Lorsque l'obscurité tombait, les commandos travaillant à l'extérieur continuaient sous les projecteurs des tours ou sous les lampes portatives que les gardiens portaient eux-mêmes. Il n'y avait pas de réduction des exigences à cause du manque de lumière. L'obscurité était simplement une condition de plus du travail, comme le froid ou la boue. Les accidents augmentaient avec l'obscurité, chutes, coups avec les outils, entorses. Et les accidents dans le contexte d'Auschwitz avaient des conséquences très différentes de ceux de tout autre lieu de travail. Il n'y avait pas d'arrêt de travail, pas de soins médicaux garantis, et une blessure qui, dans un autre contexte, aurait été mineure, pouvait être le début du déclin menant à l'état de Muselmann. Le Muselmann était le nom donné par les prisonniers aux détenus arrivés au point de non-retour. Le terme, documenté à Auschwitz,
et dans plusieurs autres camps de concentration depuis les premières années de la guerre, décrivaient l'homme ou la femme ayant perdu la capacité de répondre à l'environnement. Le corps continuait à bouger, mais la conscience s'était retirée dans un endroit inaccessible. Ils marchaient d'un pas d'automate, cessaient de se nourrir bien qu'ils aient de la nourriture devant eux, ne réagissaient pas aux coups, regardaient sans voir. Primo Levi les a décrits comme des noyés, des êtres qui continuaient à bouger mais dont l'étincelle interne était éteinte. Les autres prisonniers évitaient les muselmänner, non par cruauté, bien que la cruauté existait aussi, mais parce qu'ils étaient un miroir insupportable de ce qui pouvait leur arriver. La distance entre un prisonnier fonctionnel et un muselman n'était pas grande. Un rhume qui évoluait en pneumonie, une infection au pied qui montait à la jambe, 3 jours consécutifs de ration réduite en guise de punition, la mort de quelqu'un de proche qui enlevait la volonté de continuer à calculer. Le muselman était la preuve que le corps a une limite et que le camp avait été conçu spécifiquement pour l'atteindre. Pour les SS, un muselman était une ressource épuisée. Il serait sélectionné lors du prochain examen médical. Dans les commandos agricoles des SS, l'après-midi avait sa propre dynamique. Les fermes expérimentales et les terrains cultivés établis autour du camp répondaient au projet de colonisation agricole qu'Himmler avait conçu pour la région. Auschwitz devait devenir un modèle d'exploitation agricole allemande en territoire polonais conquis. Les prisonniers des commandos agricoles travaillaient à l'extérieur dans toutes sortes de conditions, sans chapeau sous le soleil de l'été polonais, sans manteau sous la pluie d'automne, cultivant des betteraves, des pommes de terre et des céréales. La particularité de ces commandos était qu'ils étaient plus éloignés du centre du camp, ce qui signifiait que la supervision directe était parfois moindre, mais aussi que le retour au crépuscule était plus long et plus épuisant. Certains prisonniers affectés aux commandos agricoles profitaient de cette distance relative de la supervision pour faire ce que l'on appelait dans le jargon du camp « organisieren », organiser, ce qui décrivait toute forme d'obtenir des ressources en dehors du système officiel. Une betterave cachée dans la poche de l'uniforme, un morceau de carotte mangé directement dans le sillon, une petite pomme de terre dissimulée dans la chaussette improvisée en toile. Le risque était élevé. Les gardiens procédaient à des fouilles au retour des commandos agricoles plus fréquemment que dans d'autres cas. Être trouvé avec de la nourriture volée pouvait signifier une correction, le bloc 11 ou le Strafkommando. Mais la faim surpassait souvent la peur de la punition. Le médecin prisonnier passait l'après-midi entre l'infirmerie et la peur. La peur des médecins prisonniers d'Auschwitz n'était pas uniquement liée à la punition arbitraire, bien que cette peur existât aussi. C'était une peur plus spécifique, la peur d'être convoqués pour participer à quelque chose qui les transformerait en instruments du système de destruction. Les médecins des SS, en particulier Mengele et son équipe, utilisaient parfois les médecins prisonniers comme assistants dans des procédures qu'ils ne voulaient pas effectuer personnellement ou pour lesquelles ils avaient besoin de connaissances techniques spécifiques. Refuser était pratiquement impossible. Accepter avait un coût que personne parmi les survivants n'a pu résoudre complètement dans leurs mémoires ou témoignages. Le docteur Miklos Niesli, médecin légiste hongrois qui arriva à Auschwitz avec sa famille en mai 1944 et qui fut sélectionné par Mengele pour travailler comme assistant dans les crématoires, publia ses mémoires en 1946 sous le titre « Médical à Auschwitz ». Ses descriptions des après-midi dans le laboratoire de Mengele, effectuant des autopsies des jumeaux morts lors des expériences, analysant les résultats des injections administrées par Mengele, documentant les découvertes dans les rapports que Mengele signait et envoyait à l'Institut de recherche raciale des SS à Berlin, sont peut-être le témoignage le plus détaillé et le plus perturbant de la médecine utilisée comme instrument d'extermination. 5 heures du soir, l'appel du soir, 17 heures. Le sifflet du soir appelait les commandos à revenir. Ceux qui travaillaient à l'intérieur des enceintes laissaient leurs outils et se rassemblaient à leur poste de travail avant de se rendre à l'appelplatz. Ceux qui avaient travaillé à l'extérieur, dans les champs agricoles, dans les installations de construction au-delà du périmètre, dans les entrepôts de tri du Canada, revenaient en colonne, passant sous la porte sous le regard des gardiens qui comptaient. Ceux qui étaient morts dans l'après-midi revenaient aussi. Les cadavres étaient portés ou traînés par les camarades de commando, car les SS comptaient les corps comme ils comptaient les vivants.
La bande d'appel, la formation du soir, était, à bien des égards, plus redoutée que l'appel du matin. C'était le moment de la journée où les SS se servaient de ce qu'ils avaient observé au cours de la journée pour imposer des châtiments publics. Le SS Lagerführer et les officiers de service pouvaient ordonner des passages à tabac formels, des exercices punitifs, les soi-disant Strafübungen, consistant à se baisser et à se relever de façon répétée jusqu'à l'effondrement, ou simplement maintenir les prisonniers en formation pendant des heures supplémentaires après le décompte, comme punition sans cause déclarée. Les fouets étaient une punition réglementée par les règles qui la rendaient plus et non moins brutale. Le Lagerordnung, le règlement du camp, stipulait que les fouets devaient être infligés avec la connaissance et la signature du commandant, et que le nombre maximum était de 25. En pratique, selon les témoignages du procès de Francfort, les fouets étaient fréquemment appliqués de manière routinière sans procédure formelle. L'instrument était un fouet en cuir ou une baguette en bois. Le prisonnier condamné était attaché à un banc de bois appelé dans le jargon du camp le bock, le bouc. Un secrétaire de bloc notait les coups. Le prisonnier devait compter à haute voix en allemand. S'il se trompait ou se taisait, le comptage recommençait à partir du premier coup. La fonction publique de la punition faisait partie du dispositif. La punition infligée à l'Appelplatz pendant la formation du soir était visible de tous les prisonniers du camp. Les témoignages de survivants décrivent l'effort pour maintenir le regard droit devant soi et ne pas montrer de réaction, car montrer une réaction, horreur, pitié, solidarité visible, pouvait attirer l'attention d'un gardien et transformer l'observateur en le prochain puni. Le camp formait ses victimes à l'immobilité émotionnelle extérieure comme condition de survie. Pour le capot, l'appel du soir était le moment de rendre des comptes. Il devait remettre au SS Unterscharführer un compte exact de son commando. Combien avait travaillé, combien étaient tombés malades pendant la journée, combien étaient morts. Si le nombre de morts était élevé, des questions se posaient. Si les performances du commando étaient insuffisantes selon les critères des superviseurs des SS, des questions se posaient. Le capot, qui sortait de l'appel du soir sans avoir reçu de punition ni d'avertissement, considérait que la journée avait été relativement bonne. Le Sonderkommando terminait sa journée lorsque le dernier transport du jour avait été traité. Pendant les périodes de plus grande activité, cela pouvait se produire bien après l'après-midi ou même à la tombée de la nuit. Les membres du Sonderkommando retournaient dans leur dortoir souterrain, épuisés physiquement et portant le poids de ce qu'ils avaient fait ce jour-là. L'alcool que les SS leur fournissaient régulièrement était consommé pendant ces heures de transition entre la journée et la tentative de sommeil. Zalman Gradowski, qui enterra ses écrits dans un bocal près du crématorium avant de mourir lors du soulèvement d'octobre 1944, décrivit ces heures comme le moment où l'esprit essayait de se détacher du corps, comme si ce n'étaient pas les mêmes corps qui avaient effectué ce travail. 7 heures. Le temps libre qui n'était pas libre. 19 heures. Après la bande d'appel, avec le décompte effectué et les punitions du jour administré, l'ordre de dispersion était donné. Les prisonniers disposaient de 30 à 45 minutes avant le signal de silence. C'était le seul moment de la journée non entièrement réglementé, et il condensait les stratégies de survie, les formes de résistance et aussi les trahisons les plus dévastatrices. La première chose, toujours, c'était la nourriture. Le dîner, qui à certaines périodes consistait en une ration supplémentaire de 150 à 200 grammes de pain, parfois accompagné d'une cuillère de margarine ou d'un morceau de saucisse de qualité douteuse, et à d'autres moments, il n'y avait rien, était distribué dans les baraquements ou avait déjà été distribué avant la bande d'appel. Garder une partie de ce dîner pour le matin était risqué, car il pouvait être volé. Le manger immédiatement offrait l'attrait d'un soulagement immédiat, mais laissait les heures du matin sans rien. C'était la même arithmétique de la faim qui régissait chaque décision du jour, maintenant dans sa version nocturne. Le marché noir d'Auschwitz était une véritable institution. Le Canada, la zone du camp où étaient stockées et triées les affaires confisquées aux déportés, générait un flux constant d'objets qui circulaient dans le camp pendant ces heures de liberté relative. Les prisonniers qui travaillaient au tri des vêtements et des bagages dans le Canada avaient accès à des articles qui, dans le camp, avaient une valeur énorme. De la nourriture conservée, des médicaments, des vêtements supplémentaires.
des cigarettes. Un paquet de cigarettes valait, sur le marché noir d'Auschwitz, selon les témoignages de plusieurs survivants du procès de Francfort, entre 4 et 8 rations de pain. Les cigarettes étaient la véritable monnaie du camp. L'échange se produisait dans des murmures, près des murs des baraquements, dans les espaces entre les couchettes, dans les couloirs de l'Appelplatz lorsque les gardiens ne regardèrent pas directement. C'était un système d'économie parallèle que les SS toléraient en partie parce qu'il favorisait la collaboration des prisonniers privilégiés avec l'ordre général du camp, et en partie parce que son élimination aurait nécessité une surveillance intérieure impossible à maintenir. Les gardiens des SS qui participaient au marché noir, échangeant des cigarettes ou de la nourriture contre des objets de valeur des prisonniers, ont été documentés dans les archives de la SS elle-même comme un problème disciplinaire récurrent. Primo Levi décrivait ces minutes de temps libre comme le seul moment de la journée où l'esprit pouvait fonctionner. Pas dans le sens de penser clairement, la faim et l'épuisement rendaient cela impossible, mais dans le sens où il existait une fraction minimale de temps non occupée par la terreur immédiate. Dans cet espace, certains prisonniers parlaient. Pas du camp, car parler du camp à haute voix était dangereux et en plus redondant. Ils parlaient de ce qui avait existé avant, des villes, des emplois, des recettes de cuisine, des noms de personnes. Cette récupération verbale du monde extérieur au camp était l'une des rares façons disponibles de maintenir l'idée qu'ils avaient existé en tant qu'individus avant ce numéro tatoué sur l'avant-bras. Le camp désignait les personnes par des chiffres, parler avec son propre nom pendant ces minutes était un acte d'une résistance spécifique. Pour le médecin prisonnier, l'après-midi était aussi le moment d'essayer d'écrire. Écrire était absolument interdit. Posséder un crayon ou du papier pouvait coûter la vie. Et pourtant, certains le faisaient, cachant les instruments d'écriture dans des endroits que les fouilles fréquentes des SS ne découvraient pas toujours, sous la paille des couchettes, cousues dans les ourlets des uniformes, gardées dans les interstices des murs en bois. Les textes qui ont survécu des médecins prisonniers d'Auschwitz sont rares et fragmentés, mais leur existence même montre que le besoin de laisser une trace était suffisamment fort pour risquer la vie. Le journal de Salmen Lewenthal, membre du Sonderkommando, dont l'écriture en yiddish a été retrouvée dans un bocal enterré près du crématoire 3 en 1962, est écrit sur des morceaux de papier d'emballage avec une orthographe irrégulière, en polonais incomplet. Ce n'est pas un journal littéraire, c'est la chronique de ce qui s'est passé, écrite par quelqu'un qui savait qu'il ne survivrait probablement pas pour le raconter et qui voulait que du moins le papier survive. Les prisonniers religieux, en particulier les juifs orthodoxes, utilisaient ces minutes pour prier. Prier à haute voix était interdit. Prier en silence était physiquement impossible à détecter par les gardiens, bien que le mouvement des lèvres puisse attirer l'attention. Les témoignages de survivants pratiquant l'orthodoxie décrivent l'effort de maintenir mentalement la structure des prières du soir, le mincha, le maharib, sans prononcer aucun mot, comme un acte de mémoire religieuse simultanément avec un acte de résistance à la dépersonnalisation du camp. Le camp niait les noms. Prier dans la langue du nom de Dieu était une affirmation que ce nom existait encore. Les 30 minutes de temps libre se terminaient par le sifflet de 9 heures. 21 heures, le signal du silence. 21 heures, Nachtruhe, repos nocturne. Le coup de sifflet des 9 heures était le signal pour que tous les prisonniers soient dans leur couchette, en silence, les mains visibles au-dessus de la couverture, pendant les périodes où des couvertures étaient fournies. Les lumières à l'intérieur du baraquement restaient allumées à faible intensité, suffisamment pour que le Stubenel-Tester, le responsable de chaque section du baraquement, puisse voir si quelqu'un bougeait. Le Blockel-Tester faisait un dernier tour avant que la lumière principale ne s'éteigne. Il vérifiait que le nombre de prisonniers dans le baraquement correspondait à celui de l'appel. Il s'assurait que les couchettes étaient occupées par ceux qui devaient y être. L'échange de places entre les prisonniers était courant pour favoriser certains au sein de la hiérarchie interne du baraquement et le Blockel-Tester le savait, l'acceptait ou non selon ses propres critères. Il vérifiait qu'il n'y avait pas de nourriture visible, bien qu'il sache que de la nourriture était cachée partout. Puis il se retirait dans son espace séparé. Les baraquements en bois, sans isolation, laissaient entrer le froid polonais sans restriction.
En hiver, la température à l'intérieur pouvait descendre en dessous de 0. Les couchettes à 3 niveaux concentraient les prisonniers en couches. Ceux du niveau supérieur avaient plus froid parce que la chaleur monte et la structure en bois ne la retenait pas. Mais ils étaient plus éloignés de l'odeur des seaux de latrines nocturnes et de l'humidité du sol. Ceux du niveau inférieur absorbaient l'humidité du sol battu, surtout lors des nuits de pluie quand l'eau s'infiltrait sous les murs du baraquement. Ceux du niveau central bénéficiaient de la chaleur relative des corps au-dessus et en dessous. Partager une couchette avec 2 ou 3 personnes était courant lors des périodes de surpopulation maximale. Cela avait l'avantage de la chaleur corporelle partagée, ce qui, lors des nuits d'hiver, pouvait faire la différence entre se réveiller ou ne pas se réveiller. Cela avait l'inconvénient des mouvements constants de ceux qui toussaient, de ceux qui se levaient pour les sauts, de ceux qui déliraient en rêve. Et cela comportait la vulnérabilité au vol, dormir près de quelqu'un qui avait faim, ce qui était le cas de tout le monde, et garder de la nourriture près de son corps était un pari sur la confiance qui se perdait parfois. Aller aux latrines nocturnes était un problème que le camp n'avait pas résolu délibérément. Dans chaque baraquement, il y avait des tonneaux ou des seaux en bois placés dans les coins, servant de latrines nocturnes. Avec 400 personnes ou plus par baraquement, ces récipients se remplissaient avant minuit. La diarrhée chronique, endémique dans le camp à cause de la qualité de l'eau et de la nourriture, faisait que la demande nocturne était constante. Lorsque les seaux se remplissaient, ils débordaient. Lorsque cela se produisait, le liquide s'étendait sur le sol battu. Les prisonniers qui dormaient au sol, car tous n'avaient pas de couchette, surtout lors des moments de surpopulation, dormaient à côté de ce débordement. Sortir du baraquement la nuit pour aller aux latrines extérieures était en théorie permis jusqu'à une certaine heure, mais en pratique, les gardiens de nuit pouvaient tirer sur n'importe quelle ombre se déplaçant à l'extérieur du baraquement après le signal du silence. Les témoignages de survivants décrivent la paralysie de cette décision. Supporter jusqu'au matin les conséquences physiques que cela impliquait, ou sortir à l'extérieur et risquer qu'un gardien avec de mauvais réflexes interprète le mouvement comme une tentative d'évasion. Dans le bloc 11 d'Auschwitz I, la nuit était différente. Le bloc 11, connu sous le nom de bloc de la mort, était le bloc de punition. Ces cellules souterraines comprenaient les fameuses cellules de pied, des chambres en béton de 90 par 90 cm où 4 personnes devaient passer la nuit sans pouvoir s'asseoir ni s'allonger. La position debout forcée pendant des heures causait des dommages circulatoires dans les jambes qui commençaient par des engourdissements, puis progressaient vers une douleur aiguë et ensuite vers l'incapacité de se tenir debout. Les occupants des cellules de pied pendant la journée étaient sortis pour travailler, car les SS exigeaient des performances, même des punis, et renvoyaient le soir. Plusieurs ne survivaient pas jusqu'au matin. Le mur noir de la cour intérieure entre les blocs 10 et 11 était le lieu des fusillades. On estime qu'entre 10 000 et 20 000 personnes, principalement des prisonniers polonais, mais aussi des membres de mouvements de résistance d'autres nationalités et des prisonniers sélectionnés pour des raisons parfois non enregistrées, ont été fusillés contre ce mur pendant les années de fonctionnement du camp. Les fusillades avaient lieu de préférence le matin, avant que les commandos ne sortent, pour que cela ne soit pas vu par le reste du camp. Mais les nuits précédant une fusillade, lorsque les condamnés savaient déjà ce qui allait se passer au matin, était une forme particulière de nuit que aucun autre type de prisonnier n'expérimentait. Minuit. Ce qui se passait lorsque le camp dormait. 12 heures du minuit. Le camp ne dormait jamais complètement. Les tours de surveillance de Birkenau, 35 structures en bois de 8 mètres de hauteur réparties à intervalles réguliers autour du périmètre, restaient actives 24 heures sur 24. Les projecteurs balayaient l'intérieur du camp par cycle régulier. Les clôtures électrifiées à haute tension, entre 220 et 380 volts selon le secteur et la période, restaient actives toute la nuit. Le périmètre extérieur de Birkenau mesurait plus de 5 km. Auschwitz I, plus compact, possédait un système de tours et de clôtures qui s'étendait sur environ 2,5 km de périmètre. Les morts nocturnes faisaient partie de la routine. Le corps d'un prisonnier ayant atteint le seuil de l'effondrement pouvait succomber définitivement pendant les heures d'obscurité.
En hiver, l'hypothermie tuait les plus faibles avant l'aube. Ceux qui dormaient près du mort ne le savaient parfois pas avant que le Stubenel-Tester fasse la ronde avant l'appel. Le cadavre était retiré discrètement avant la formation afin que le nombre soit correct. Les gardes de nuit de la SS avaient leurs propres instructions. Les patrouilles intérieures entre les blocs de baraquement étaient effectuées à des intervalles irréguliers pour rendre plus difficile la prédiction des moments de moindre vigilance par les prisonniers. Les gardes de nuit avaient l'autorisation de tirer sans préavis sur tout prisonnier qu'ils trouvaient en dehors de son baraquement après le couvre-feu. Plusieurs incidents nocturnes documentés dans les archives de la SS décrivent des tirs contre des prisonniers qui sortaient pour aller aux latrines ou qui, simplement, s'étaient levés en proie à la fièvre et avaient franchi la porte du baraquement sans savoir ce qu'ils faisaient. Dans les quartiers de la SS, à quelques centaines de mètres des baraquements des prisonniers, la minuit était différente. Les installations du personnel de la SS dans le complexe d'Auschwitz comprenaient des blocs d'appartements pour sous-officiers et leurs familles, un casino avec un bar, un théâtre, une salle de cinéma et une piscine ouverte en été. Le commandant Rudolf Höss vivait avec sa femme Hedwig et leurs 5 enfants dans une villa de 2 étages, juste à côté du mur périphérique d'Auschwitz, avec un jardin, un service domestique composé de prisonnières, des fleurs plantées dans le jardin par l'une de ces prisonnières et arrosées chaque après-midi. Höss écrivit sur cette coexistence dans ses mémoires sans être capable de comprendre ce qu'il décrivait. Il mentionna que le travail l'épuisait, qu'il avait du mal à dormir, qu'il ressentait le poids de la responsabilité d'une gestion aussi complexe. Il ne relia pas cette fatigue à la nature de ce qu'il avait construit. Ce qu'il voyait depuis son jardin était de la logistique. Des problèmes de capacité, des quotas de performance. Les Blockeltester de minuit faisaient parfois quelque chose que personne ne leur avait demandé. Les témoignages de survivants comprennent, parmi l'immense majorité des récits de brutalité et d'arbitraire, quelques récits de Blockeltester qui, la nuit, lorsque les gardes étaient absents et que le baraquement dormait, redistribuaient silencieusement des portions supplémentaires de pain aux prisonniers les plus faibles ou avertissaient à voix basse certains prisonniers qu'ils seraient inclus dans une sélection médicale le lendemain pour leur laisser le temps de se préparer ou d'essayer d'être transférés. Ces comportements ont existé. Ils ne changent pas la nature du système, mais ils ont existé et leur existence fait partie de l'histoire complète. Minuit était aussi l'heure à laquelle les malades du Revier mouraient le plus fréquemment. Les médecins prisonniers qui passaient la nuit à l'infirmerie, ce n'était pas toujours possible car leur présence nocturne dépendait de l'autorisation de la SS de service, décrivirent minuit comme le moment de la mortalité la plus élevée. Le corps humain a ses propres cycles et les malades graves meurent plus fréquemment pendant les heures les plus froides de l'aube. Sans chauffage adéquat, sans médicaments, avec la température intérieure des baraquements de l'infirmerie descendant près du point de congélation, l'aube était une purge. Les cadavres s'amoncelaient près de l'entrée du Revier jusqu'à l'aube, lorsque les Leichenträger, des prisonniers chargés du transport des cadavres, les ramassaient et les emportaient vers le crématoire. 3 heures, les heures les plus sombres. 3 heures du matin, un quart d'heure avant le prochain coup de sifflet. Pour ceux qui avaient réussi à dormir, le sommeil à 3 heures du matin était leur point le plus profond, mais aussi le plus fragile. Le corps dénutri et épuisé dormait différemment du corps sain. Le sommeil était plus lourd dans certains sens et plus interrompu dans d'autres. La diarrhée nocturne, les crampes musculaires causées par la carence en potassium et magnésium accompagnant la malnutrition chronique et le froid qui pénétrait par les murs en bois du baraquement créaient une constellation d'interruptions qui faisait que peu de personnes arrivaient à dormir plus de 3 ou 4 heures d'affilée. Les cauchemars étaient universels. Les prisonniers rêvaient de nourriture, de leur maison, de personnes qui avaient disparu lors des sélections sur le quai, dans les appels de punition, pendant les nuits où le baraquement se réveillait avec des morts. Primo Levi a décrit dans « Si c'est un homme, un cauchemar récurrent dans lequel il essayait de raconter à quelqu'un tout ce qu'il avait vécu et cette personne ne l'écoutait pas ou s'éloignait ou disparaissait avant qu'il n'ait terminé. C'était, écrit-il, le rêve de l'impossibilité d'être témoin. C'était aussi le rêve de l'impunité. Le camp existait parce que personne de l'extérieur ne le connaissait suffisamment en détail ou que personne ne faisait assez avec ce qu'il savait.
Le capot, à 3 heures du matin, était, dans la majorité des cas, endormi sur sa couchette individuelle. Mais tout le monde ne dormait pas. Certains capots, ceux qui étaient dans le camp depuis plus longtemps, ceux qui avaient vu suffisamment de sélection pour savoir que leur position ne les rendait pas immortels, mais seulement les protégeait provisoirement, passaient des parties de la nuit éveillés avec un type d'insomnie qui n'avait pas de remède parce qu'il ne naissait pas de l'anxiété mais du calcul. Le capot qui survécut à Auschwitz n'était ni le plus brutal ni le plus faible. C'était celui qui parvenait à maintenir un équilibre entre les exigences des SS et la fonctionnalité minimale des prisonniers sous sa charge, jour après jour, sans que le système le détruise par excès d'un côté ou de l'autre. Ce calcul ne s'éteignait pas avec le sommeil. Pour le Sonderkommando, 3 heures du matin pouvait être l'heure de la prochaine convocation. Les transports arrivant la nuit, ce qui se produisait régulièrement pendant les périodes de plus grande activité, exigeait que le Sonderkommando se lève dès leur arrivée, indépendamment de l'heure. Il n'y avait pas d'avis préalable formel pour les membres du Sonderkommando. L'arrivée d'un train était le signal. Les SS-Unterscharführer, responsables du service de nuit, réveillaient le Sonderkommando, qui devait être prêt et fonctionnel en quelques minutes. Philipp Müller a décrit ces réveils nocturnes comme l'un des aspects les plus dissociés de son existence au sein du Sonderkommando. Se lever d'un sommeil profond et, en 20 minutes, être opérationnel dans le vestiaire souterrain du crématoire tandis que les déportés du train nouvellement arrivés recevaient les instructions sur les crochets et les numéros. L'esprit cherchait constamment une distance entre ce que le corps faisait et ce que la conscience savait, et cette distance n'était jamais suffisante. 4 heures du matin, la veille du jour suivant. Il est 4 heures du matin, 15 minutes avant le prochain sifflet. Le terrain était dans son moment de plus grande tranquillité. Les patrouilles de nuit avaient été réduites aux gardiens des tours, qui poursuivaient leur rotation. Les baraquements étaient presque silencieux, interrompus seulement par la toux chronique des prisonniers atteints d'infections respiratoires qui, en hiver, affectaient la majorité, et par le bruit des seaux de latrines, ainsi que par le bruit indéfinissable que font de nombreux corps humains tentant de dormir dans un espace trop petit. Dans les dortoirs souterrains des crématoires, certains membres du Sonderkommando étaient éveillés. Zalman Gradowski écrivit dans ses papiers enterrés que les heures précédant l'aube étaient celles qu'il utilisait pour écrire lorsque le reste du commando dormait et que la surveillance était minimale. Il écrivait pendant ces heures car elles étaient les seules qui n'étaient pas assignées à une tâche. Il écrivait sur ce qu'il avait vu, sur les personnes qu'il avait vues arriver, sur les noms qu'il avait entendus dans le vestiaire lorsque les familles se parlaient encore sans savoir ce qui les attendait de l'autre côté de la porte en acier. Gradowski savait qu'il mourrait probablement dans le camp. Il écrivait pour que le papier ne meure pas. Les médecins prisonniers qui avaient passé la nuit au Revier faisaient un comptage silencieux des morts de la nuit. Ce n'était pas un comptage émotionnel, il ne pouvait pas l'être, car le camp leur avait installé depuis longtemps la nécessité de distance entre le sentiment et la fonction. C'était un comptage logistique. Combien étaient morts? Combien avaient besoin d'une attention immédiate avant l'appel? Combien pouvaient survivre à la journée avec les ressources disponibles et combien ne le pourraient probablement pas? Cette classification tacite, sans nom, sans formulaire, sans procédure formelle, était la version du Revier de la sélection médicale des SS. La différence était que c'était fait par quelqu'un qui essayait de garder en vie ceux qu'il classait, pas par quelqu'un qui décidait qui mourrait ce jour-là. À 4 heures du matin, le camp fonctionnait depuis 16 heures, depuis l'appel de la veille. Et il fonctionnait depuis 4 ans, depuis le premier transport de Tarnów. Le prisonnier ordinaire qui vivait encore à ce moment-là le savait, bien que pas avec ces mots. Il le savait dans le sens où le corps sait des choses que l'esprit essaie de ne pas formuler, qu'il avait survécu un jour de plus, que le suivant commencerait dans 15 minutes, que les deux faits étaient liés mais ne garantissaient rien sur le jour suivant ni sur celui d'après. La survie à Auschwitz n'était pas cumulative. Chaque jour était indépendant des précédents en ce sens qu'il ne créait aucun droit au suivant. Wisław Kiellar écrivit dans Annus Mundi qu'il avait appris à penser en unité d'une journée, pas d'une semaine, pas d'un mois, un jour. Faire en sorte que cette journée se termine avec le numéro encore actif dans les registres du camp était le seul objectif qui ait un sens. À 4h15 du matin, le sifflet retentit à nouveau.
le cycle recommençait. Le jour en chiffres, l'échelle de la terreur. Pour comprendre ce que ces 24 heures signifiaient à l'échelle, il faut sortir du baraquement et regarder l'ensemble. Un jour ordinaire de 1943, le camp d'Auschwitz-Birkenau traitait, administrait et détruisait des vies à une échelle qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité. Les registres administratifs de la SS, les Sterkemeldungen, les rapports quotidiens de force que chaque camp envoyait à l'inspection des camps de concentration à Oranienburg, documentent avec une précision bureaucratique le nombre de prisonniers actifs chaque jour, les arrivées, les transferts et les décès signalés. Ce qu'ils ne documentent pas, car cela n'existait pas comme catégorie enregistrable dans leur formulaire, c'est le nombre de personnes tuées directement dans les crématoires sans jamais avoir été enregistrées. Le docteur Franciszek Piper, après des décennies de recherche à l'Institut d'Auschwitz-Birkenau, a calculé qu'environ 900 000 des quelque 1,3 million de déportés arrivés à Auschwitz entre 1940 et 1945, soit 70%, ont été tués directement à leur arrivée sans jamais être enregistrés dans les livres du camp. Ils sont arrivés, sont descendus du train, ont été sélectionnés à gauche et ont disparu. Ils n'ont pas de numéro tatoué. Dans la plupart des cas, ils n'ont aucun nom dans aucun registre. Les 400 000 prisonniers enregistrés, ceux qui ont vécu la routine des 24 heures décrites dans ce scénario, représentaient la minorité de ceux qui sont passés par Auschwitz. Parmi ces 400 000 enregistrés, plus de 200 000 sont morts dans le camp de maladie, de faim, d'exécution ou d'expérience médicale. Ceux qui ont été libérés ou transférés dans d'autres camps avant la libération constituaient le reste. Moins de 90 000 personnes qui avaient été des prisonniers enregistrés à Auschwitz ont survécu à la fin de la guerre. Chacune de ces personnes avait vécu, à un moment donné, une version des 24 heures décrites dans ce scénario. Chacune de ces 24 heures était identique dans sa structure. Le sifflet, l'appel, le travail, la soupe, la benne d'appel, le silence, et radicalement différente dans les détails qui déterminèrent si une personne spécifique atteignait le prochain sifflet. Les femmes, une journée parallèle. Les 24 heures d'une femme à Auschwitz-Birkenau se déroulaient dans le même camp, sous les mêmes ordres généraux, avec la même structure de sifflet, d'appel et de commando de travail. Et elles étaient différentes. Les femmes ont commencé à arriver à Auschwitz en mars 1942, lorsque le premier transport de 999 femmes juives de Poprad, en Slovaquie, a été logé initialement dans des blocs séparés d'Auschwitz I. À partir d'août 1942, le secteur féminin de Birkenau, BIA et BIB, a commencé à fonctionner comme un camp indépendant sous la supervision des SS-Aufseherinnen, les gardiennes auxiliaires féminines des SS. L'aube dans le secteur féminin présentait les mêmes conditions physiques que dans le secteur masculin, avec une couche supplémentaire de vulnérabilité. Les témoignages de survivantes du secteur féminin décrivent de manière cohérente l'absence totale de vie privée lors des moments de toilette et d'utilisation des latrines, comme une forme systématique d'humiliation allant au-delà des conditions physiques. Les SS-Aufseherinnen et les gardiens masculins qui supervisaient le secteur pouvaient accéder aux baraquements et aux installations de toilettes à tout moment. La nudité forcée en tant qu'instrument de domination a été largement documentée dans les témoignages du procès de Francfort. L'appel matinal dans le secteur féminin pouvait aussi être utilisé comme moment d'inspection corporelle. Durant les périodes où la SS Oberaufseherin Maria Mandel supervisait le secteur féminin, entre octobre 1942 et novembre 1944, les formations pouvaient inclure des ordres de se déshabiller partiellement pour l'inspection des blessures ou des maladies de la peau, ce que les témoignages décrivent comme une dégradation sans fonction médicale réelle, exécutée comme une démonstration de pouvoir absolu sur les corps des détenus. Les commandos de travail des femmes suivaient la même logique des bons et des mauvais commandos que ceux des hommes. Les commandos dits « bons » incluaient le travail dans les cuisines du camp, dans les bureaux administratifs comme secrétaire ou dactylographe, et au Canada, où le tri des vêtements et objets de valeur confisqués aux déportés permettait d'accéder à des articles de première nécessité que le reste du camp ne verrait jamais. Les commandos dits « mauvais » incluaient les travaux de drainage et de construction, également physiques, et tout aussi létaux pour les corps féminins dénutris que pour les corps masculins.
les femmes qui travaillaient dans les usines de munitions du camp, en particulier dans la Pulverraum, la salle de poudre de l'usine Union Metallwerk dans le sous-camp de Birkenau, ont développé en 1944 le système de contrebande d'explosifs qui rendrait possible le soulèvement du Sonderkommando en octobre de cette année-là. Rosa Robota, Estucia Weichblum, Regina Saphirstein et Alla Gertner ont introduit des morceaux d'explosifs dans le camp pendant des semaines, les cachant dans les ourlets de leurs vêtements et dans leurs chaussures, les sortant des installations dans lesquelles elles travaillaient sous la surveillance des gardiens des SS. Elles ont été découvertes, soumises à des tortures dans le bloc 11 et pendues publiquement sur l'Appelplatz de Birkenau le 6 janvier 1945. Les derniers mots de Rosa Robota, rapportés par l'un des témoins du procès de Francfort, étaient « Hazak Vamatz », en hébreu « Sois fort et courageux ». La nuit dans le secteur féminin avait les mêmes conditions de froid, de faim et d'espace insuffisants que dans le secteur masculin. Avec une différence supplémentaire mentionnée par plusieurs témoignages, la pression exercée sur les femmes les plus jeunes et les plus saines par les Blockältester ou par des détenus occupant des positions de pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles en échange de protection ou de rations. Cet aspect de l'expérience féminine à Auschwitz a été le moins documenté lors des premiers procès judiciaires, à cause du silence des survivantes, de la sensibilité culturelle de l'époque et des types de questions posées et non posées par les enquêteurs, et a été le plus progressivement récupéré dans les témoignages des décennies suivantes.